Les histoires d'amour finissent mal en général et celle entre Gaston Chessac et Jean Dubuffet n'aura pas dérogé à la règle. Dubuffet avait pourtant reconnu en Chessac le parfait représentant de cette notion d'art brut qu'il était en train d'élaborer. En 1947, dans la préface du catalogue d'une exposition consacrée à Chessac, il compara même son art à celui de ces bédouins qui jouent de la flûte dans le Sahara en se moquant de la civilisation. Mais il aura plus de mal à reconnaître les emprunts caractérisés faits à son œuvre. Pourtant, si les totems de Dubuffet ne manquent pas de force, que dire alors de ceux de Chessac, où s'exprime à plein sa capacité unique à marier ludique et panique. Même si l'un était né fils de cordonnier, l'autre de négociant aisé, il y avait une certaine forme de gémellité entre Chessac et Dubuffet. Et c'est peu de dire que le second fut fortement ébranlé par sa rencontre avec le premier, dans lequel il crut d'abord reconnaître cet homme du commun qu'il aurait tant aimé être lui-même. Tous deux poètes, à peu près autodidactes, mais animés d'intentions dissemblables. Car si tout chez Dubuffet semblait destiné à choquer, provoquer, voire scandaliser la bourgeoisie dont il était issu et ne s'affranchira jamais tout à fait, Chessac, lui, se désolera toujours de n'être pas davantage compris et aimé de ses contemporains. Pour le reste, les deux artistes partagent une même énergie créatrice, un même goût pour l'expérimentation, un même rejet de la banalité, une même horreur du convenu. Seulement voilà, le geste semble plus facile pour Chessac, la spontanéité et la fraîcheur sont clairement de son côté. L'esthétique est une autre affaire, et nous en reparlerons car il m'est arrivé, dans des musées écartés, de tomber sur des Jean Dubuffet d'une étrange beauté. Si l'on parcourt les quelques 448 lettres que Chessac et Dubuffet ont échangées, et que Gallimard a eu la bonne idée de publier, une pointe de jalousie affleure peu à peu entre les lignes du côté de Dubuffet. Il envie à Chessac, c'est manifeste, son audace formelle, la facilité avec laquelle il passe d'un outil à l'autre, peignant puis découpant, collant ou clouant, avec une efficacité plastique d'autant plus impressionnante qu'elle semble couler de source. Après un séjour à Vence chez Dubuffet, les contacts entre les deux artistes vont s'espacer, puis s'éteindre. Créant en 1963 la seconde compagnie de l'art brut, Dubuffet prétend redéfinir les fondements idéologiques au motif que le silence et le secret sont inhérents à la production artistique, que l'artiste autodidacte, le vrai, ne doit pas aspirer à la diffusion de ses travaux. Il faut choisir, écrit-il, entre faire de l'art et être tenu pour un artiste, l'un exclut l'autre. En conséquence de quoi, il retire de la collection d'art brut les œuvres de Gaston Chessac et les déplace dans des collections annexes, accompagnées de celles d'autres artistes pour faire bonne mesure. Dans le milieu de l'art, cette décision provoqua un tollé, et ils sont nombreux ceux qui accusent encore aujourd'hui Dubuffet de s'être servi de Chessac, puis de l'avoir exilé parce qu'il lui faisait de l'ombre. La réalité est sans doute plus complexe, mais il est vrai que la défense de Dubuffet fut assez piteuse. Chessac était trop informé de ce que font les artistes professionnels, tenta-t-il de se justifier. Ce chagrin joua forcément un rôle dans le décès de Gaston Chessac, survenu moins d'un an plus tard. Plus positif pour lui aura finalement été la rencontre des artistes Otto Freundlich et Jan Kosnick-Kloss qui ne cessèrent de l'encourager et de le soutenir. Après la mort en déportation de Freundlich, sa compagne entretint d'ailleurs une intense correspondance avec Chessac jusqu'au décès de ce dernier, pour tenter d'expliquer à quel point il avait pu être bouleversé puis influencé par la découverte de l'atelier du couple. Gaston Chessac raconta qu'il s'y était senti comme un plombier devant une lampe à souder.